Bonjour et bienvenue chers apprenants, ravis de vous retrouver dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous sommes dimanche et j'imagine le réveil n'a pas été très facile pour vous, mais vous l'avez fait quand même pour être avec nous dans la salle des profs que nous partageons avec un énorme plaisir avec Dr Massamba. Docteur, bonjour, comme tous les matins, comme tous les dimanches. Nous vous retrouvons avec un plaisir agréable, énorme. Et le petit déjeuner? Mais oui, le petit déjeuner du dimanche, on va le prendre après les cours parce que sinon, on risque de s'endormir dans le fauteuil. Et je pense que le recteur Tchoubou est réveillé. J'espère bien. Il n'a pas encore commencé ses grasses matinées parce que quand même, il a été remplacé par un brillant professeur aussi. Nous lui souhaitons une très belle carrière. Mais nous rendons hommage aussi au recteur Tchoubou. Ce n'est pas parce que tu es là qu'on le dit, mais ici, c'est une place pour rendre hommage à tous les enseignants. Et nous saluons tous les recteurs, mais lui, nous lui disons bon repos, soit à la retraite, mais ne sois pas en retrait. Le pays a besoin de chercheurs comme toi et continue à écrire les livres que tu nous as promis et il faut sortir ces livres. Aujourd'hui, dimanche matin, tous les enfants, je pense, sont réveillés, sont devant nous. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup, nous allons vous prendre juste 1 heure. Après 7 heures, vous allez avoir droit à votre belle récréation. Voilà, une belle récréation pour finir une journée que vous avez démarrée avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Salle exceptionnellement ouverte pour vous, exceptionnellement ouverte le dimanche pour vous servir, vous aider à préparer les examens à venir, principalement les élèves qui sont en classe de CM2, les élèves qui sont en classe de 3e et ceux en classe de terminale. Pour nous accompagner, nous sommes ce matin avec M. Dian qui nous accompagne depuis le début de la semaine. M. Dian, bonjour. Bonjour Assoubel. Merci d'être là. Bonjour Dr Massamba. Merci. Et le dimanche, le réveil n'a pas été difficile? Non, pas du tout. Très bien, vous avez l'habitude de se lever vers 4h05 du matin, faire la prière d'abord, ensuite revenir. Donc j'espère que les élèves se sont bien réveillés. Ils ont pris leur petit déjeuner, actuellement devant l'écran, le petit écran, la chaîne TFM. Ils sont en train de suivre la salle des profs avec les cahiers de brouillon, les stylos à la main pour prendre note, pour bien préparer l'examen. Merci beaucoup, M. Dian. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. J'imagine, vous l'avez dit, c'est pas très évident, c'est pas très facile, mais nous sommes là pour vous servir, chers petits, chers apprenants. Et ça se passe dans la salle des profs de la télévision Futur Média. C'est votre opération Dan Corona qui se poursuit. M. Dian, à vous le tableau. Donc, avant de commencer encore les gestes barrières, ces élèves, il faut donc bien frotter les mains. Merci Assou. Vous venez de le dire, aujourd'hui, avant de commencer, comme on a l'habitude de faire, nous sommes avec un nouveau format, c'est-à-dire aider les élèves à réussir les examens. Et les examens ne se limitent pas seulement aux exercices de grammaire, de conjugaison. Il y a une partie très importante, c'est comment remplir l'entête sur la feuille de l'examen, chers enfants. Il faut bien suivre, nous allons vous aider à remplir l'entête parce que c'est très important pour vous. OK. Chers élèves, vous avez ici un exemplaire. Donc, si votre feuille d'examen va se composer de cette manière. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le numéro d'appel. Prénom et nom du candidat. Date et lieu de naissance. École d'origine, centre. Nous allons vous aider à remplir ces parties. Si on vous dit numéro d'appel, chers élèves, très souvent, vous avez des numéros à laisser. On vous donne Ablaye Ndiaye et le numéro 4 à laisser. Ne confondez pas le numéro de l'essai et le numéro d'appel le jour de l'examen. Le jour de l'examen, avant de partir, le maître vous a remis une convocation. Et sur la convocation, on a bien inscrit un numéro, le numéro de table. Par exemple, Ablaye Ndiaye, qui était le numéro 4 le jour de l'essai, le jour de l'examen, il se retrouve avec le numéro 20. Donc, Ablaye Ndiaye, il faut oublier le numéro 4. Prenez le numéro 20. Vous entrez dans la salle, vous regardez la table où on a mentionné 20. C'est ça votre place. Donc, vous êtes le numéro 20. Et sur la feuille d'appel, vous mettez numéro 20. Vous écrivez ici 20. Maintenant, pour le prénom et le nom, prenez la peine de prendre la convocation. On vous a remis une convocation. Après vérification au niveau des inspections, on a bien pris le nom qui figure dans votre extrait de naissance.
sur la convocation. Vous posez ça devant vous. Vous prenez la carte d'identité scolaire, vous le mettez devant vous. Prenez le temps, ne vous pressez pas. Vous regardez bien comment on a écrit votre prénom. Si votre prénom c'est Mati, avec par exemple Y à la fin, au lieu de I, parce qu'il ne faut pas entendre le son I, vous écrivez rapidement Mati avec I, alors que votre Mati c'est avec Y. M-A-T-Y, écrivez ça correctement. M majuscule, le A, le T et le Y. Ça c'est Mati. Ça c'est votre prénom. Votre nom c'est quoi? C'est le nom de famille. Si vous êtes Guéyen, Ndiayen, ou Diop, ou Dien. C'est ça le nom. Donc si vous êtes Mati, par exemple, Camara. Faites attention, il peut y avoir un Camara avec K, il peut y avoir un Camara avec C. Regardez la convocation. Si au niveau de la convocation, Camara, c'est avec C, Mati va écrire bien le Camara, C-A-M-A-R-A. Et vous avez Mati Camara sur la ligne numéro 2. Et vous allez maintenant sur la ligne numéro 3. On vous donne votre date de naissance. Regardez la convocation. C'est le 10 août 2008. Vous mettez le 10 août 2008. Maintenant, le lieu où Mati est né, par exemple, à Tambacounda. C'est à Tambacounda. À Tambacounda. Et vous allez maintenant, école d'origine. Attention, qu'est-ce que c'est que école d'origine? C'est l'école où Mati a travaillé toute l'année. Mati, donc, elle est élève à Lewa Djolfoubé. Donc, Mati va écrire ici Lewa Djolfoubé. Et non l'école qui a accueilli ses premiers pas. Non, c'est l'école où Mati a travaillé pour l'année scolaire 2019-2020 en classe de CM2 cette année. Lewa Djolfoubé. Mati. Parce que Mati peut faire au C1, Mati peut être à Goudiri. Au CM2, Mati maintenant est à Lewa Djolfoubé. C'est Lewa Djolfoubé qui va compter pour Mati cette année-ci. École d'origine Lewa Djolfoubé. Parce que Mati est candidate de Lewa Djolfoubé. Maintenant, le centre. Mati va composer où? Mati travaille à Lewa Djolfoubé, mais le jour de l'examen, les élèves de Lewa Djolfoubé vont composer, par exemple, à Bala. Donc ici, Mati va écrire Bala. Centre Bala. Et Mati a bien rempli, donc ça. Donc attention, une erreur peut coûter très très cher à l'élève. Oui, qui peut être très cher à l'élève parce que ça va permettre, le jour maintenant où on va faire l'anonymat, de pouvoir retrouver l'élève. L'identité de l'élève. L'identifier l'élève, l'école d'origine, le centre où l'élève a composé pour pouvoir donner les résultats. Et s'il n'y a pas ces informations-là correctement, ça peut poser des problèmes et on ne peut pas convoquer Mati pour lui demander vous êtes élève de quelle école. Donc il faut bien prendre votre temps, 2 à 3 minutes, chers élèves. Prenez la convocation devant vous et remplissez correctement cette feuille et vous allez maintenant commencer à lire. Mais très souvent, quand on donne les épreuves, les élèves se pressent à regarder le sujet parce qu'il y a la pression. Mais prenez d'abord le temps de regarder cette partie et de bien remplir et ensuite commencer maintenant à prendre le sujet. Merci, Césaire. Merci beaucoup, M. Dia. Voilà. Et maintenant, nous attaquons le cours proprement dit. Ouais. Donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons travailler en conjugaison, vous aider à gagner des points. Parce que pour la conjugaison à l'examen, très souvent, vous avez entre 4 et 12 points. 4 et 12 points. Et vous pouvez gagner facilement 6, 7, voire même 8 points, voire même les 12 points. Mais avec attention. Donc, nous allons vous apprendre aujourd'hui à transformer. Comment quitter les temps simples pour venir dans les temps composés, ou bien comment quitter les temps composés pour venir dans les temps simples. C'est-à-dire cette transformation, ce va-et-vient entre. Maintenant, si aujourd'hui nous allons parler de transformation du temps simple en temps composé, il faut d'abord connaître les temps simples. Les temps simples, c'est quoi? C'est le présent de l'indicatif, c'est l'imparfait de l'indicatif, c'est le passé simple, c'est le futur simple. Voici les 4 temps simples de l'indicatif. Et les 4 temps composés, c'est passé composé,
c'est plus que parfait, c'est le passé antérieur et c'est le futur antérieur. Donc, si on me demande de faire donc, du temps simple, ça veut dire qu'on m'a donné une phrase au temps simple. Le car ralentit puis s'arrête. Le car ralentit puis s'arrête. Rapidement, ici, la phrase, les verbes sont à quel temps? Les verbes sont au présent de l'indicatif. Donc, je vais transformer cette phrase au temps composé. Il faut donc avoir quelques préalables. Rapidement, en classe, vous avez étudié avec le maître les temps composés. Les temps composés, ce sont des temps composés avec un auxiliaire et un participe passé. Donc, il faut donc retenir qu'il y a l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire, il y en a deux. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire Être. Vous avez les auxiliaires, donc avoir, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, c'est ça, plus le participe passé. Plus le participe passé. Et là, vous avez comment former un temps composé. Et je viens de vous dire tout à l'heure que les temps composés, c'est le passé composé. Donc, vous avez passé composé. Oui. OK. Vous avez le plus que parfait. Plus que parfait. Plus que parfait. Vous avez le passé antérieur. Passé antérieur. Et vous avez le futur antérieur. Le futur antérieur. Donc, vous avez les 4 temps composés. Alors, le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir ou être. À quel temps? Au présent. Donc, vous avez le présent. Le présent de l'indicatif. Pour préciser, parce qu'il y a plusieurs présents. Plus le participe passé. Le participe passé. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Donc, imparfait. Plus le participe passé. Participe passé. Le passé antérieur, c'est l'auxiliaire avoir ou être au passé simple. Passé simple. Plus le participe passé. Le futur antérieur, c'est l'auxiliaire avoir ou être au futur simple, plus le participe passé. Donc, si vous regardez bien ici, dans cette partie, ça ne change pas. On a participe passé, participe passé, participe passé. Donc, il y a variation où? Ici, au niveau de l'auxiliaire. Là, l'auxiliaire est au présent. Ici, l'auxiliaire, le même auxiliaire va revenir, mais à l'imparfait. Le même auxiliaire va revenir ici, mais au passé simple. Le même auxiliaire va revenir ici au futur simple. On avait notre situation. Le car ralentit puis s'arrête. Nous allons voir rapidement comment on va faire ça. On vient de dire que le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir ou être au présent plus participe passé. Donc, il faut d'abord regarder le participe passé du verbe. Ici, c'est le verbe ralentir. Son participe passé, vous avez appris ça, les verbes du deuxième groupe forment le participe passé avec un i, donc ralenti. Vous avez le verbe s'arrêter. C'est un verbe du premier groupe. À l'école aussi, on vous a donné sur un autre cours, toujours que le participe passé des verbes du premier groupe se forme avec un accent aigu. Maintenant, c'est le choix de l'auxiliaire. Il faut faire attention au choix de l'auxiliaire. On a dit l'auxiliaire avoir ou être. Ralenti. Ça va aller avec quel auxiliaire? Il faut réfléchir. C'est un verbe qu'on peut mettre au sens transitif direct. Donc, il peut y avoir l'auxiliaire avoir. S'arrêter. Ah, chers élèves, dans un cours en classe, le maître vous a toujours dit que les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé avec l'auxiliaire être. Donc, rappel du cours.
Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, si vous avez ces informations-là, vous pouvez commencer à travailler. Vous avez donc passé composé comme tout à l'heure. On avait dit passé composé. Et rapidement, vous aurez le quart, l'auxiliaire. On a dit donc l'auxiliaire au présent. Donc, le quart, c'est la troisième personne du singulier. Vous mettez l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier au présent. Si vous avez des problèmes, de citer rapidement. J'ai, tu as, il a. Donc, le quart a. Maintenant, le quart a, on avait dit plus le participe passé. Je mets le participe passé du verbe. Donc, ralenti. Le quart a ralenti. Et dès que vous avez le passé composé, le reste, c'est fini. Il faut tout simplement changer l'auxiliaire. Donc, plus que parfait, pour aller vite, vous avez ici le quart, l'auxiliaire qui était a, au présent, va devenir à l'imparfait, je mets avait. L'imparfait de a, c'est avait. Et je continue, je vais mettre ralenti. Le quart avait ralenti. Et là, j'ai conjugué au plus que parfait. Je viens, troisième temps, j'avais parlé de passé antérieur. Et là, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait parlé donc de l'auxiliaire au passé simple. Je mets donc le quart, l'auxiliaire ici qui était à l'imparfait, je vais le mettre au passé simple, on dit U. Attention, ne mettez pas l'accent circonflexe. Et là, vous allez conjuguer à un autre temps l'auxiliaire avoir, au subjonctif. Il faut bien faire attention. Le quart U, et vous mettez donc le participe passé ralenti. Le quart U ralenti. Et là, vous avez maintenant, au futur antérieur, on avait le quart. Vous reprenez l'auxiliaire. On a donc l'auxiliaire avoir au futur, c'est aura. Je mets donc aura. Et je mets donc ralenti, le participe passé. Le quart aura ralenti. Et là, c'est la première proposition. On avait puis s'arrête. Alors là-bas, on avait dit qu'il faut l'auxiliaire être. Donc, je vais changer le quart, ralenti, puis je vais mettre l'auxiliaire être au présent. L'auxiliaire être au présent, c'est quoi? C'est je suis, tu es, il est. Mais c'est un verbe pronominal, il faut mettre le pronom. Il ne faut pas le sauter. Donc, le puis, c'est, et vous mettez le participe passé, arrêté. Le quart, c'est arrêté. Avec bien accent aigu. Voilà. Avec bien accent aigu, parce que les verbes du premier groupe se conjuguent au passé, comme leur participe passé se forme avec un accent aigu. Et là, voilà. Et maintenant, si vous avez encore le présent, si vous avez encore le passé composé, le reste, vous ne faites que encore répéter et changer. Donc, vous aurez ici, le C présent va devenir imparfait. Donc, puis, c'était. Et là, je vais mettre c'était et je vais mettre le participe passé arrêté. Pas de place, il faut comprendre, c'est arrêté. Là encore, je vais revenir puis. Le c'était, je vais le changer en mettant le passé simple de l'auxiliaire être. Donc, ce fut. Et vous avez ce fut et vous ajoutez, arrêtez encore le participe passé. Nouvelle page. Hein? Plus ça. Donc, on avait, donc pour le passé composé, pour que ça soit clair, donc on a le quart, je vais reprendre seulement avec l'auxiliaire être, le quart, c'est arrêté. On avait donc le quart, c'est arrêté, la deuxième préposition. Et là, on avait donc au plus que parfait, le quart, on change le présent à l'imparfait en mettant donc c'était. Le quart, c'était arrêté. Très bien. On revient au passé antérieur. On reprend le quart,
l'imparfait qui était là, je le mets au passé simple. Ce fut arrêté. Alors, et vous avez encore au futur antérieur le car, le passé simple qui était là, je le mets au futur simple. Ce sera arrêté. Ce sera arrêté. Maintenant, une petite information. Quand le nom ici est au féminin, il faut accorder le participe passé. Je donne un exemple. Si on avait dit par exemple au passé composé, on change le car, on met la voiture. Bon, vous avez la voiture, c'est, et vous mettez arrêté, accent aigu, E. Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Donc, c'est donc arrêté. La voiture, c'est arrêté. Le car, c'est arrêté. Merci. Donc, c'est bon. Et là, vous avez la transformation temps simple, temps composé, chers élèves. Donc, le contraire peut avoir. Vous pouvez avoir donc le contraire. Vous pouvez avoir le contraire. Comme tout à l'heure, on vous a dit le vent a arraché. Le vent a arraché les feuilles des arbres. Donc, vous avez ici une phrase dont le verbe est composé d'un auxiliaire et un participe passé. Donc, ça donne quoi? Rappel rapidement, on vient de voir ça tout à l'heure. L'auxiliaire avoir au présent, plus participe passé. Donc, ici, c'est le passé composé. Je vais le mettre au temps simple. Et les 4 temps simples, vous avez le présent. Vous avez l'imparfait. Vous avez l'imparfait. Vous avez le passé simple. Et vous avez le futur simple. Je vais vous donner un exemple et vous laissez à la maison continuer les 3 temps. Donc ici, chers élèves, pour conjuguer, c'est le participe passé, très important, qu'il faut revoir. C'est quel verbe? Le participe passé ici, c'est arracher. Donc c'est le verbe arracher. C'est le verbe arracher. Si vous trouvez ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Donc, c'est le verbe du premier groupe qu'il faut conjuguer tout simplement au présent. La forme verbale des verbes du premier groupe au présent, c'est quoi? C'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Troisième personne du singulier, E. Donc, je vais mettre le vent arrache. Terminaison, forme verbale, E. Les feuilles des arbres. Et pour les autres, vous continuez. Vous utilisez la forme verbale de l'imparfait, la forme verbale du passé simple, la forme verbale du futur simple et vous conjuguez le verbe. Donc, il faut toujours faire comme ça. Vous avez gagné facilement 12 points. Ça peut vous aider sur les 40 points qui sont donnés le jour de l'examen pour les ressources et en français. Merci. Merci beaucoup, M. Dia. Merci beaucoup. Merci pour ces astuces. D'abord sur comment remplir sa fiche d'examen, mais aussi comment passer des temps simples au temps composé et des temps composés au temps simple. Je pense qu'ils ont pris bonne note et ils vont finir le petit déjeuner avec cet exercice à faire à la maison. Donc, ils auront la phrase à compléter, transformer cette phrase que vous avez au tableau qui est au passé composé, le mettre au présent, le mettre au passé simple, au futur. Donc, chers enfants, chers petits, vous avez un petit exercice pour ce dimanche matin avant d'aller se relaxer. En attendant, nous continuons avec les élèves qui sont en classe de 3e pour le BFM et c'est pour accueillir M. Gueye Abdul Aziz. Il était là au début, il nous a accompagnés. Il a eu beaucoup de présentations à faire dans la salle des profs de la télévision Futur Média et ce matin, il nous revient, j'imagine, avec un énorme plaisir. M. Gueye, rebonjour. Bonjour. Vous nous aviez abandonné, vous étiez en confinement? Non, ce n'est pas le cas. Non, c'est le délégué de quartier de Yeumbeul qui lui avait demandé de ne pas sortir. Il était confiné par le délégué de quartier de Yeumbeul. Bon, je précise que Aziz s'investit beaucoup dans le social.
Il est au cœur des activités de jeunesse à Yeumbeul. Il est vraiment très, très impliqué dans la vie citoyenne. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous mesurons l'effort que tu fais de t'arracher en cette période pour venir nous accompagner. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, professeur. Merci, Astou. Je vais commencer toujours par les gestes barrières en utilisant le gel hydroalcoolique parce que l'ennemi est toujours là. Toujours présent, toujours à l'affût, présent. Il guette. Chers apprenants, j'espère que vous avez passé une très belle fête du mouton. Mais il faut faire attention, il ne faut pas faire comme les Tchèques et les Djawed. Ce sont des gens qui aiment prolonger les fêtes, surtout quand il s'agit de la fête du mouton. Donc, revenons à nos moutons pour faire l'essentiel. Revenons à nos cahiers, c'est important. À nos cahiers. Vous aurez la réplique tout à l'heure de l'inspecteur ou bien la prochaine fois. OK. Je sais qu'il est aussi à l'affût. Bon, avant tout, je vais pardonner et demander pardon à tout le monde. Et demander encore pour que le bon Dieu puisse nous pardonner et nous donner tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Amen. Pour la vie présente et la vie future. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques indications pour l'exploitation de documents. Pourquoi ce partage? Parce que vous savez tous que votre épreuve que vous aurez à l'examen est constituée de deux parties. La première partie concerne ce qu'on appelle la maîtrise de connaissances et la deuxième partie concerne les compétences méthodologiques. Et dans les compétences méthodologiques, vous pouvez rencontrer des exercices auxquels vous avez ce qu'on appelle des documents à exploiter. Et parfois même, ce qui est dangereux, c'est quoi? L'exercice peut commencer par un document. Donc, si vous ne savez pas exploiter, d'accord, de la meilleure des manières le document, vous pouvez passer à côté. Au lieu d'amasser le maximum de points, vous pouvez avoir très peu de points. Et ceci n'augmentera pas la chance, d'accord, d'avoir votre examen. Maintenant, pour les documents, on a différents types de documents. Le document que vous pouvez rencontrer dans les exercices de compétences méthodologiques, il peut être un graphique qu'on appelle courbe simple, il peut être un texte scientifique, il peut être un tableau de données, il peut être également une photographie, ou bien un schéma, dessin, ou bien une carte. Tous ces documents-là sont exploités de manière différente. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur l'exploitation d'un document. On va prendre le graphique qu'on appelle courbe simple. Pour l'exploitation, il faudra faire deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est la lecture du graphique, ou bien la lecture de la courbe. Maintenant, pour faire la lecture de la courbe, ou bien du graphique, il faudra rechercher les parties qui sont essentielles. Il y a les éléments qui nous permettent de faire la lecture du graphique, pour pouvoir comprendre le graphique. Premièrement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut rechercher le titre. Pourquoi rechercher le titre? Parce que le titre traduit va nous permettre de traduire ce que représente le graphique. Deuxièmement, ce qu'il faudra faire, c'est regarder les extrémités des deux axes, à savoir l'axe horizontal et l'axe vertical. Quand on lit l'extrémité de l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on l'appelle comme ça, on va pouvoir détecter la nature de la grandeur connue ainsi que l'unité dans laquelle elle est exprimée. Après avoir lu l'axe horizontal, on va passer à la lecture de l'axe vertical. Ceci va nous permettre aussi de déterminer la nature et l'unité de la grandeur qui est déjà connue. Maintenant, ce qui est important, il faudra noter que chaque point de la courbe peut être
repérés par ces coordonnées. Chaque point a été placé par un couple de coordonnées. Une abscisse et une ordonnée. En traçant à partir de ce point deux demi-droites, on va pouvoir lire la valeur des coordonnées de ce point. Ici, nous avons un exemple de graphique. Donc, on va essayer de lire le graphique. Ici, nous avons tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire la lecture du graphique, à savoir l'axe horizontal qui est là, qui porte la grandeur connue. On a ici l'axe vertical qui porte la grandeur qui varie, c'est-à-dire la grandeur à étudier, la grandeur mesurée. Nous avons en bas le titre. Le titre va nous dire ce que traduit la représentation graphique. Qu'est-ce qu'il faudra faire en premier? Il faut lire d'abord l'axe, l'extrémité de l'axe horizontal. Pour pouvoir trouver quoi? La nature de la variable et l'unité dans laquelle elle est exprimée. La variable permet ici, la variable se lit sur l'axe horizontal. La variable, c'est ce que l'on fait varier. Dans cet exemple-là, ce qui varie, c'est quoi? C'est le temps. Et l'unité, c'est quoi? L'unité, c'est en jour. Pour l'axe des ordonnées, ou bien l'axe vertical, on a la grandeur mesurée, qui se lit, ça se lit sur l'axe vertical. C'est ce que l'on étudie, ou bien c'est ce que l'on mesure. Ici, qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? C'est la taille. La taille est exprimée en centimètres. Bon, tous ces éléments-là, si nous parvenons à faire leur lecture, on a fait ce qu'on appelle la lecture du graphique. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est faire l'exploitation proprement dite. Pour cela, il faudra chercher le sens de variation de la grandeur étudiée. Quand on parle de sens de variation, il faudra dire est-ce qu'on a une augmentation, est-ce qu'on a une diminution, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une constance. Et ce qui nous permet de dire ça, ce sont les différentes phases que nous avons sur le graphique. Parce que nous avons trois types de phases, à savoir une phase ascendante ou bien une phase croissante, une phase descendante ou bien une phase décroissante, ou bien une phase constante. Deuxièmement, ce qu'il faudra faire, c'est de définir les points remarquables éventuels qui se trouvent sur la courbe, indiquer, d'accord, les maxima et les minima, ou bien le maximum ou le minimum. Ceci va nous permettre, d'accord, de donner la variation. Et si on est en train de faire cela, on est dans l'analyse du graphique. L'élève est attendu sur deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est de faire l'analyse du graphique. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est de faire l'interprétation du graphique. Une remarque, quand vous faites l'analyse, ayez toujours la tâche de prendre une règle en main. Parce que votre œil uniquement pourrait vous tromper. Parce que deux points peuvent sembler être au même niveau alors qu'il y a une différence de position. Donc l'utilisation de la règle est d'une importance capitale. Ce qu'il faut faire également, c'est de donner la signification biologique des variations qui ont été constatées. C'est-à-dire, nous l'avons dit tout à l'heure, l'augmentation, la diminution et la constance. Ici, il s'agit de dire de quoi nous parle de cette augmentation. L'augmentation signifie quoi? La diminution signifie quoi? La constance signifie quoi? Et pour faire cela, il faudra faire appel aux connaissances déjà acquises en classe. Donc, vous n'allez pas vous référer uniquement sur la courbe pour sortir ces données. Vous avez appris, vous avez fait des cours dans lesquels on vous parle de phénomènes, on vous parle de mécanismes de régulation, par exemple,
Donc, utilisez ces connaissances-là pour pouvoir expliquer les résultats obtenus issus de l'analyse. Et si vous le faites, vous avez assuré l'interprétation. Mais il faudra éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est quoi? De dire la courbe augmente, la courbe diminue, la courbe croît, la courbe décroît, ou bien la courbe est constante. Donc, si vous le dites, vous allez faire comme les Sekken et les Djawen. Vous allez beaucoup dire sans pour autant rien dire. Maintenant, nous allons passer à un exemple que nous allons exploiter. Ici, nous avons un graphique. Je rappelle bien que nous sommes dans la deuxième phase de l'exploitation du graphique. Il s'agit d'exploiter un graphique. Pour exploiter un graphique, là, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de déterminer le nombre de phases. Parce qu'ici, on a différentes phases. Là, nous avons, ce que vous avez en bleu, c'est la courbe. Maintenant, on a des différentes phases. Les phases que nous avons ont été permises par ce qu'on appelle des points d'inflexion. C'est quoi un point d'inflexion? C'est un point auquel l'allure de la courbe change. Donc, si nous avons, d'accord, ici, on en a combien? 1, 2, 3, 4. Comme on a 4 points d'inflexion, nous avons 5 phases. C'est comme si on nous demande de déterminer le nombre d'intervalles, tout en cherchant le nombre de piquets. Donc, on va toujours ajouter 1. Ici, nous avons un plateau. Il y a une signification. Ici, on a une phase croissante. C'est comme si nous montons les escaliers. Ici, nous avons un plateau. C'est toujours une phase constante, de même que là. Mais là, nous avons une phase qui est décroissante. Donc, ces différences ont des significations. Si on dit que, ici, par exemple, de 0 à 3 heures, je rappelle bien que ici, le titre de la courbe, c'est quoi? C'est la courbe de variation de la quantité de dioxygène consommée en fonction du temps. Et la quantité de dioxygène, c'est quoi? C'est la variable à étudier, qui se trouve sur l'axe des ordonnées. La variable connue, c'est quoi? C'est ce qui est en fonction. C'est le temps qui est sur l'axe des abscisses. Si nous disons que de là à là, de 0 à 3 heures, la quantité de dioxygène ne varie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. La valeur reste constante. C'est-à-dire que le dioxygène, à ce niveau-là, à ce niveau, on va dire que le dioxygène consommé augmente fortement dès le début du sprint. Parce qu'ici, nous avons 3 phases. Nous avons une phase de repos, une phase représentant le sprint, c'est-à-dire la course. Nous avons aussi une autre phase qui représente la marche. Ici, nous avons une phase croissante. Cela signifie que c'est ce qui est en ordonnée qui augmente. Le dioxygène consommé augmente. Là, au niveau du plateau, nous avons le dioxygène consommé qui atteint sa valeur maximale qui reste toujours constante. Là, nous avons le dioxygène consommé qui diminue et finit par redevenir constant. Donc, ça, c'est l'analyse. Maintenant, interpréter, c'est quoi? Interpréter revient à dire que pourquoi nous avons ces résultats. Par exemple, ici, la consommation d'oxygène est beaucoup plus importante lors du sprint que la marche est pendant le repos. Et ça, pour le faire, il faudra faire appel aux connaissances du cours. Parce que, je peux le dire, la consommation d'oxygène est beaucoup plus importante pendant le sprint. Parce que pendant le sprint, on est en activité, les muscles travaillent. Puisque les muscles travaillent, les muscles ont besoin d'une grande quantité d'énergie. Puisque c'est l'oxygène, plus qu'on consomme d'oxygène, plus on produit de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous avons cette consommation qui est beaucoup plus importante pendant cette phase. Maintenant, si nous parvenons à faire la lecture du graphique, on fait également l'exploitation du graphique.
on a réussi le coup. On va passer à une application très rapidement. Ici, on dit qu'à la suite d'une contamination des bactéries, toujours dans le cas du système de défense, à la suite d'une contamination des bactéries, on étudie la réaction de l'organisme en mesurant la quantité d'antigènes et d'anticorps présents dans le sang. Et les résultats sont donnés par le document ci-dessous. Voici le document. Le document est constitué par un graphique. Maintenant, voici les questions à côté, ci-contre. Les questions se trouvent ci-contre. Premièrement, on demande d'indiquer les deux variables portées par l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Deuxièmement, on demande de déterminer le moment où l'infection est maximale et de justifier la réponse. On nous demande aussi le moment où la production d'anticorps est suffisante pour permettre la guérison de la personne et de justifier la réponse. On nous demande également le moment où cette personne est complètement guérie. On nous demande, en dernière question, à l'aide de toutes des informations, explique le rôle des anticorps dans la défense de l'organisme. On va répondre directement. Pour indiquer les deux variables, il faut toujours regarder ce qui est porté en ordonnée. Il s'agit de la quantité, mais la quantité de quoi? Ici, nous avons deux courbes. Donc, cette quantité concerne deux courbes. Donc, les deux variables, c'est quoi? C'est la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps. Pour la question 2, on demande de déterminer le moment où l'infection est maximale. L'infection est maximale quand on a la quantité maximale d'antigènes. Les antigènes peuvent représenter des microbes, des corps étrangers ou bien des cellules qui ont été infectées par les micro-organismes. Ici, le moment correspond à ce moment-là. C'est là où on a le pic pour la quantité, en ce qui concerne la quantité d'antigènes. Et le pic se trouve là. Ici, on a la quantité maximale d'antigènes qui peuvent causer la maladie. Et si nous prenons sur l'axe des abscisses, nous allons trouver le moment. Et le moment correspond au 4e jour. Pour le moment où la production d'anticorps est suffisante pour permettre la guérison de cette personne, donc on va regarder, parce qu'ici, il y a quelque part où les deux courbes se rencontrent. Le rencontre va nous permettre d'avoir un point. Ce point traduit, d'accord, quelque chose. Ce point traduit quelque chose. C'est quoi? C'est l'égalité entre la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps. Donc, comme la quantité d'anticorps est égale à la quantité d'antigènes, donc c'est le moment où, d'accord, on a suffisamment d'anticorps pour lutter contre les antigènes. Le moment à partir duquel on peut dire que cette personne est séropositive vis-à-vis de cette bactérie. C'est-à-dire le moment où on a contamination. C'est là, c'est le début. Ici, on a une quantité, d'accord, d'antigènes. Donc l'individu est malade parce qu'il est contaminé. Et on nous demande, enfin, à l'aide de toutes ces informations données par l'analyse du graphique, d'expliquer le rôle des anticorps dans la défense de l'organisme. Donc, nous pouvons dire que le rôle des anticorps, c'est de quoi? C'est de neutraliser ou bien d'éliminer les antigènes qui sont des éléments qui sont nocifs, d'accord, à l'organisme. J'espère que c'est important de pouvoir faire l'exploitation des documents comme ça. Donc, on va s'en arrêter là jusqu'à la prochaine fois pour voir, d'accord, un autre type de document. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gueye. Et nous nous rendons compte qu'il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Oui. Il faut savoir observer. Parce que si vous avez bien observé, vous allez pouvoir constater des phénomènes ou bien recueillir des informations qui vous permettront d'interpréter, c'est-à-dire revenir à expliquer, d'accord, les phénomènes observés, les résultats. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci pour tout et bien des choses aux populations de Yeumbeul. J'espère que vous allez nous revenir bientôt. J'ai comme l'impression que le goût du mouton n'a pas encore quitté votre palais. Pour les secondes et les Diawen. Les Diawen, ou bien les Gueyens.
Non, les gays n'en font pas partie. Merci beaucoup. Tout le monde Attendons de voir. Merci beaucoup, monsieur Gueye. Sachez que c'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Encore mille merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les populations, principalement celles de Yeumbeul. Merci beaucoup et bien des choses aux populations de Yeumbeul et à toute la banlieue dakaroise. Merci beaucoup. Merci. Docteur Massamba, toujours un plaisir de recevoir le très dynamique monsieur Gueye, machallah. Mais oui, c'est les jeunes enseignants, c'est la nouvelle élite, comme je l'appelle. Ce sont des enseignants qui ont encore une marge de progression terrible. J'espère dans 2 ans pouvoir le retrouver comme assistant à la fac, parce que quand même je sais qu'il a la passion, il a la motivation. Il ne faut pas s'arrêter, c'est un tremplin d'enseigner dans les classes. On est toujours en train de rechercher, à s'améliorer. C'est un enseignant très disponible qui répond toujours à nos invitations sans aucune condition. C'est un enseignant aussi qui a vraiment une pédagogie très assise. Un jeune enseignant qui essaie de montrer l'essentiel. Et aujourd'hui, moi, je pense que je suis prêt à affronter ce document au BFM. Si je devais le reprendre, ce sera avec plaisir que je le reprendrai parce que les choses sont très claires dans ma tête, surtout l'illustration qui cadre bien avec le moment. La notion d'anticorps, la notion d'antigène, la notion de contamination, qui valide ce que les collègues Lee et autres ont déjà installé, qui montre qu'il y a une continuité dans l'enseignement. Donc cette nouvelle élite, ces nouveaux jeunes enseignants sont à encourager. Ils ne sont pas à attaquer dans des réseaux sociaux, ils ne sont pas à vilipender, ils sont à soutenir, ils sont à accompagner pour qu'ils se perfectionnent, parce que quand même l'école va essentiellement se reposer sur eux. Nous sommes sur la pointe de sortie. Nous allons partir et nous devons laisser cette école avec de jeunes enseignants qui ont de l'ambition. Notre rôle doit être de les accompagner, de les encourager. Et je veux vraiment qu'on crée plusieurs cadres pour que l'enseignement à distance aussi puisse se reposer sur des talents comme cela parce qu'il a les prédispositions, machallah, pour cela. Je voudrais vraiment le féliciter tous les enseignants dans les banlieues qui organisent en ce moment des cours de renforcement dans les villages les plus reculés, qui bravent la pluie, qui bravent les intempéries, qui traversent les marigots, qui, comme sur les axes les plus défavorisés, sont en train de se donner corps et âme pour que les enfants réussissent ces examens. Mais au-delà, que l'école sénégalaise soit supportée et que l'école sénégalaise résiste à Covid, parce que l'après-Covid nous attend. Oui, l'après-Covid nous attend, docteur Massamba, et j'ai comme l'impression que ce sera la période la plus difficile. Mais oui, le plus dur, c'est la rémission. C'est quand on pense qu'on est guéri et que nous avons encore les séquelles endormies des antigènes, du travail des antigènes. L'après-Covid va être extrêmement dur. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'habitude du vécu avec. Nous apprenons à vivre avec. Mais l'après-Covid, c'est plus tard. La maladie est encore là. Nous apprenons à vivre avec. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Malheureusement, les gens ne préparent pas l'après-Covid. L'après-Covid, c'est comment est-ce que nous allons reconfigurer nos classes. Ce que nous sommes en train d'apprendre en téléenseignement, comment nous allons le capitaliser. Ces enfants qui n'ont pas terminé l'année en classe intermédiaire, comment est-ce que nous allons commencer l'année prochaine? Par quoi? En renforcement, en acquisition. Comment est-ce que nous allons restructurer l'école? C'est la révision de tout un système, finalement. Mais c'est exactement cela. Et il ne faut pas que les gens pensent que ça va être facile, ça va être extrêmement difficile. Mais c'est parce que ça va être difficile que ce sera important d'agir en amont pour préparer l'ouverture des classes l'année prochaine. Il faut repenser zéro abri provisoire, 0 école sans électricité, 0 école sans toilette, 0 école sans robinet, parce que le Covid nous a montré que ce sont des paramètres sans eau aussi. Sans eau. Et il faut qu'on... 0 école sans infirmerie, 0 école sans protection, sans hygiène. Il faut que nous pensions que l'après-Covid puisse être le moment important pour que l'école sénégalaise s'installe définitivement sur les rampes de son développement. Nous en avons besoin, docteur Massamba. C'est important et ça demande que nous donnions la main, que ça soit encore une fois l'affaire de la communauté entière. Pas seulement l'affaire de l'État, pas seulement l'affaire des ONG, pas seulement l'affaire des enseignants, mais que tout le monde mette la main à la pâte car le défi qui nous attend est énorme, très très énorme. Le moment est venu de taire les différences. Le moment est venu de nous concentrer sur l'essentiel, l'école sénégalaise. Être chacun dans sa position, défendre l'école, mais arrêter les attaques inutiles qui n'avancent à rien du tout.
Nous avons besoin de l'appui de tous, mais du regard de tous et de la vision de tous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, messieurs les ministres, écoutez tout le monde veut construire, entendez tout le monde et ensemble, la communauté va relever le défi de l'éducation. Parce que quand on veut abattre un pays, il faut tuer son système d'éducation. Quand on veut pervertir un peuple, il faut pervertir son histoire. L'école sénégalaise est la rampe qui va nous installer sur l'émergence définitivement. Merci beaucoup. Elle est à la base de tout développement, pour ne pas dire que la culture est la base de tout développement, mais aussi l'éducation. Elle est très, très importante. Donnons-nous la main, continuons à avancer ensemble. C'est pour le plaisir des enfants, mais en attendant, pour le plaisir de la langue, nous avons cette semaine Idriss Sow Gorkodjo, si je peux dire, un grand écrivain qui a à son arc, pour ne pas dire à son riti, plusieurs cordes, romancier, nouvelliste, dramaturge, poète aussi. En tout cas, il nous fait découvrir des contes, les petits contes de Mama Bobo, pour parler comme mes parents tout couleur. Une belle synthèse qui revient de belles leçons de vie, mais aussi qui nous permet le soir, avec les enfants, avec les petits-enfants, de tirer des leçons de vie pour avancer. En tout cas, merci beaucoup. C'était notre livre de la semaine. C'était tout aussi pour cette semaine. Les enfants, les apprenants, principalement les tout-petits, très bon dimanche. Reposez-vous et demain, soyez d'attaque à l'école, soyez vigilants et aussi très, très courageux. Bon courage. Ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Merci.